Oh oui, bonjour et bienvenue aux Accros du micro en compagnie d'Alex et Véro. Véro, comment ça va aujourd'hui? Salut Alex, ça va super bien. Mais avant toute chose, comment toi va la santé après avoir contracté la semaine dernière la COVID-19 20, 21, 22? Ouais, comme ça s'étire, là, moi j'ai pensé que de mettre à jour son nom serait approprié. Ah, c'est une bonne affaire, j'adore ça. Non, ça va super bien. Écoute, plus aucun symptôme, plus de tout. J'ai jamais fait de fièvre, fait que ça non plus, il y en a pas. Mais malheureusement, je vais t'apprendre que ma copine a attrapé la COVID cette fin de Ça semaine. aurait été un peu difficile, à moins de ne zéro vous voir, là, de pas vous voir du tout. Là, ça aurait été C'est à sa... difficile qu'elle ne l'attrape. Ouais, mais c'est à sa garderie qu'elle l'a contacté. Fait que, Ah, bon, tu vois. ouais, Et éclosion, puis oui, c'est beau dans milieu. son... Ce sont de beaux milieux. Ah oui, mais On, on, mettons la on lui COVID de côté, comme on dit, pour l'instant, Oui. parce que Mais on j'aimerais... lui souhaite quand même de bien se porter, Ah oui, Sophie. on lui souhaite Voilà. beaucoup d'amour et que ça, elle guérit vite. Mais je veux revenir avec toi, si tu le permets, un petit 30 secondes sur la saga Novak Djokovic. Parce que on a eu le dénouement plutôt, de l'histoire. Et oui, finalement, la Cour suprême d'Australie a mis ses culottes et c'est bye Novak Djokovic, tu es expulsé de l'Australie. Oui, c'est surprenant qu'un numéro 1 mondial se fasse expulser, mais bon, il n'est pas en haut de personne. Déjà qu'il Mhm. n'est pas vacciné, il n'avait pas donc d'affaires là et c'est sûrement une décision plus politique, on ne se le cachera pas. La Serbie a réagi en disant que c'est une décision politique. L'Australie se défend en disant non, c'est une question de pandémie mondiale. Qui a raison, qui a tort? On le sait pas, mais là, La Serbie étant son pays son natal, on pays le rappelle natal, pour ceux qui ne savent pas, ouais. tout à fait. Hum. Et là, qu'est-ce que ça veut dire? L'expulsion de Novak Djokovic, 3 ans d'interdiction de rentrer au pays. Donc, le tennisman ne pourra pas gagner son 10e international d'Australie avant dans 4 ans. Est-ce qu'il va être encore là? Est-ce qu'il jouera encore? Nul ne le sait, mais là, il y a une question qui me trotte en tête, c'est les autres grands chelems, celui de Paris, celui de Londres et de New York, vont-ils prendre la même décision? Faudra-t-il être vacciné? Ça se pose comme question, non? Oui, et je sais que tu vas suivre ça de près puis que tu vas nous en reparler certainement quand des décisions seront prises, quand on va être face à cette situation-là. Ben, cette semaine, Alex, on ne chôme pas comme si on chômait parfois, là. Sur notre radar, Microsoft devient un joueur majeur dans le monde des joueurs et la pandémie a fait le bonheur des milliardaires. Dans sa chronique, Alex déneige son arrondissement de Montréal-Nord. Pour la controverse de la semaine, on sort les gants contre la COVID-19 20, 21, 22. Oui, petit rappel ici de ma nouvelle nomenclature. Merci. Florilège de pensée hétéroclite pour mon billet d'humeur cette semaine, sans oublier notre nouvelle insolite de la semaine. Merci d'être avec nous, Alex et Véro, les accros du micro. Et oui, Microsoft devient un gros joueur dans le domaine du jeu vidéo. On a appris cette semaine qu'ils ont fait l'acquisition d'Activision Blizzard. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Moi, pour ma part, quand je vois ça, je suis pas un geek ou un gamer, je ne joue pas vraiment aux jeux vidéo. Eh bien, c'est les studios qui ont fait le jeu populaire Call of Duty et Candy Crush. Oui. Oh! Candy Ça sonne Crush, une cloche à pas mal de monde. Oh oui, ça, tout le monde, par exemple, connaît ça. Et ils ont acheté la compagnie pour une coquette somme de 68,7 milliards de dollars US. C'est la plus grosse transaction et ils deviennent le 3e joueur d'importance dans le domaine du jeu vidéo après Tencent et Sony. Mais pourquoi? Ah oui, OK. Mais pourquoi justement c'est venu sur mon radar, cette nouvelle-là? C'est que dans la compagnie Activision Blizzard, il y a la compagnie Binox. Et là, tu me dis, mais qu'est-ce que la compagnie Binox? C'est un studio de jeux vidéo québécois. Ah, voilà. Voilà, donc c'est plus de 9500 employés qui vont faire affaire maintenant avec Microsoft. Et ça ne peut qu'être bénéfique pour les jeux vidéo en tant que tels. Ah oui? Oui. On pense que ça sera vraiment Microsoft est un une grand joueur. amélioration? Oui. Ben, maintenant que Microsoft a acheté
Activision Blizzard, on s'entend que financièrement, ça va aller très bien et ça va aller très vite. Les jeux vont être développés à une multitude et on le sait bien que Microsoft, c'est eux qui ont la console Xbox, donc peut-être des nouvelles exclusivités Xbox. Ça, c'est à voir. Absolument. Mais c'est une somme record. Fait que toi, puis je suis étonnée, t'es pas du tout une personne qui, comme on dit dans le jargon, un gamer. Moi, je jouais aux jeux de sport. À part ça, non. J'ai joué peut-être à 1 ou 2 Call of Duty dans ma vie, mais sinon, c'est les Madden, qui est les jeux de football, ou les NBA, ou les NHL, qui est le hockey. Fait que non, moi, je ne suis pas un... Je suis surprise. Ouais, non, je ne joue malheureusement pas beaucoup aux jeux vidéo. Ben, c'est pas malheureux, ben non, c'est correct. Chacun ses passions. Oh oui. Ben, Alex, moi, je vais complètement ailleurs cette semaine pour ma nouvelle sur le radar. Je te dis, les inégalités tuent. C'est fort, mais c'est le titre du dernier rapport d'Oxfam sur les inégalités qui se sont accrues entre les personnes les plus riches et les plus pauvres de la planète pendant la pandémie. La fortune des 10 hommes, parce que oui, ce sont des hommes, les plus riches du monde a doublé pendant la dernière année. Combiné, on passe de 700 milliards de dollars américains à 1500 milliards de dollars. Et ça représente une hausse de 1,3 milliard par jour, ou plus fort encore comme image, si vous voulez, là, ça représente 15 000 dollars la seconde. Bon, tu vois, là, pendant ce petit silence, là, j'aurais fait 45 000 $. Mais là, en contrepartie, c'est ça qui est moins jojo, là, en contrepartie, ce sont 160 millions de personnes qui sont tombées dans la pauvreté dans la dernière année. Donc, 10 hommes plus riches avec 1500 milliards versus 160 millions de personnes plus pauvres. Super balance, ça, hein? Et si vous le saviez pas, il y a 17 millions de personnes qui sont mortes de la COVID-19, ce qui représente un bilan jamais vu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Aïe, aïe. Et le rapport d'Oxfam établit que ce sont les inégalités, justement, qui causent ces décès. Ils font en sorte qu'une personne meurt toutes les 4 secondes. Je sais, ça fait beaucoup de chiffres, là. Tout ça est bien effarant, mais je pense que ça vaut la peine d'en parler. Si les 10 hommes les plus riches dépensaient chacun 1 million de dollars par jour, il leur faudrait 414 années pour dépenser leur fortune combinée. Ah. Tout ça est comme... C'est dur, on dirait, à concevoir réellement. Mais non, c'est un monde parallèle. C'est hors de notre portée. Ben, clairement, oui. clairement. Et à la lumière de son rapport... Oui, pardon? Oui, mais en même temps, on s'entend, là, quand on regarde actuellement, là, il y a beaucoup d'inflation aussi, là. Fait que les pauvres, ils s'appauvrissent en tabarouette, là. Voilà. Et là, à la lumière de son rapport, Oxfam déclare que le contexte actuel représente le moment justement idéal pour aller chercher une partie des profits démesurés en mettant en place des impôts exceptionnels de solidarité pour contrer les inégalités. L'organisme dit même que le chemin se trace peu à peu. Semble-t-il que c'est en tout cas, c'est une bonne nouvelle. On espère que ce soit le cas. Et rappelle que des sondages indiquent que 80% des Canadiens appuient aujourd'hui l'impôt sur la fortune. Moi, j'en suis, honnêtement. Mais là, j'arrête de parler de milliards de même, Alex, parce que ça me donne mal à la tête. Fier résident de Montréal-Nord, Alex, tu es aussi l'un de ces critiques les plus animés. As-tu déjà pensé faire de la politique? Une bonne bordée, Alex, ça te déstabilise un arrondissement? Bon, OK, on va mettre les choses au clair, là. Il y a eu une pseudo-tempête de neige cette semaine. Je sais pas si tu t'en souviens. Pseudo, quel autre, le lentille de... Non, excuse-moi, mais dans le temps, là, on s'entend qu'un petit 15-20 cm, là, c'était pas grand-chose. OK? Dans les belles années d'hiver, c'était pas grand-chose, puis c'est quelqu'un de 26 ans qui le dit. Là, oui, c'est ça. Mais on en voit quand même de moins en moins, fait que ça reste quand même déstabilisant là, pour tout le système. Oui. Surtout que c'était la première grosse et blablabla. Mais où est-ce que je veux en venir? Ça fait une semaine avant, tout le monde en parlait de cette fameuse tempête. Le monde le disait. La tempête approche, le Québec ne sera pas épargné. On avait même déjà fermé des écoles avant même que la tempête ait commencé. C'est pour te dire à quel point on en avait peur. Eh bien, à Montréal-Nord, parce que oui, aujourd'hui, je vais vous parler de mon magnifique arrondissement qui est Montréal-Nord, eh bien, le déneigement, c'est de la chenoute, pour être bien poli. On va quand même rester diplomate là-dedans. Je ne suis pas objectif, loin de là. Je sais pas si toi, ton arrondissement,
comment ça va justement au niveau du neigement? Est-ce qu'en ce moment, là, toutes tes rues sont déneigées? Ouais, moi, je suis dans Ville-Marie. Puis là où je demeure, je suis près de Notre-Dame. Donc, c'est quand même un espace passant. Un espace, pas un espace, Véronique. Rue, Là, ouais. c'est une rue, un boulevard. Puis, je suis collée, donc, la rue sur laquelle j'habite, ou du moins sur le coin, c'est quand même une entrée majeure. La première journée, c'est quoi, la tempête était lundi. Ouais. Donc, hier, mardi, moi, les deux côtés de la rue ont été faits. Le matin, un bord, le soir, le lendemain. Puis, rapidement, là, tu sais, ils mettent la pancarte pour 7 heures le matin. Je te jure, à 8h13, je pense, le premier bord était fini. Puis, le soir, à 21h, le deuxième bord était terminé. Fait que tout est beau. Ben là, il y a neigé aujourd'hui, là, mais Ok, fait que, je suis très chanceuse là-dessus. non, ben là, je vais me censurer parce que qu'est-ce que tu as dit, ça vient me chercher, puis je suis vraiment blessé Ah oui, au plus haut point. Parce que moi, j'ai Injustice! l'injustice totale. Moi, j'ai une philosophie qui est assez rudimentaire, comme on pourrait dire. Tu sais qu'il annonce de la neige, tu sais que les écoles, théoriquement, sont fermées. La première journée de neige, qu'il y ait 5 cm, 10 cm, parce qu'on en attendait 15 à 20, là, excuse-moi, mets les pancartes pour que les gros boulevards, notamment Henri Bourassa et Lacordaire, qui sont deux gros boulevards à Montréal-Nord, soient déneigés. Eh bien non, capote, non, ha, pas en tout. Déneigé, zéro. Trottoir, zéro. Et j'ai dû sortir lundi, parce que oui, évidemment, lundi, ma copine n'avait pas encore officiellement la COVID, donc nous sommes sortis. On avait 2-3 commissions à faire dans un Walmart. Et puis, se rendre au Walmart... Pour ne pas le nommer. Je m'en fous. Se rendre au Walmart à pied, OK? Habituellement, c'est 11 minutes. Ça nous en a pris 32. OK? Il y avait de la neige, c'était pas déneigé, c'était épouvantable. Puis j'ai vu une petite madame, bien sympathique, d'un certain âge, avec une canne. Hey, je me suis dit, elle, là, elle doit-tu pas la trouver drôle? Mais moi, ma question que je me pose aux personnes, justement, de l'arrondissement de Montréal-Nord, puis, regarde, on va faire le 1 + 1 = 2, là. Mon père s'est présenté pour être maire de Montréal. À Montréal-Nord, c'est ses conseillers et la mairesse et de son ancienne équipe. J'ai rien contre eux. Ils savent où est-ce que j'habite. Venez si ça vous tente d'en discuter. Je m'en fous, là, mais c'est quoi le problème? C'est quoi votre problème? Y a-t-il une pénurie soudainement de souffleuses? Est-ce que c'est trop difficile de déneiger comme il faut des trottoirs à Montréal-Nord? Je sais qu'on est un des arrondissements les plus pauvres de Montréal, OK? Je m'en cache pas, là. Montréal-Nord, c'est pas la place à vivre que tout le monde aime, mais il y a quand même des maudites limites, là. Excusez mon langage, mais moi, je me dis, tu veux que ta population soit heureuse. Tu veux qu'il n'y ait pas trop de blessés graves, justement, à cause des trottoirs. Tu passes la pseudo-gratte, on pourrait dire ça, avec des gros guillemets, OK? Il y a des trous dans la rue. Mais non, mais moi, quand je passe en auto après ça, ça fait ta. Il est retombé de la neige, tu l'as dit, là. Aujourd'hui, il est retombé de la neige mercredi. Ben, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, ça fait d'autres toc-toc-toc, les rues sont toutes dégueulasses. Puis là, le monde, après ça, ça zigzague, ça fait des carambolages, ça fait des accidents, puis après ça, t'espères qu'une auto rentre pas dans un piéton. Non, mais excuse-moi, là. Si les gens de Montréal-Nord nous écoutent, là, posez les vraies questions, justement, à la mairesse. Déneiger au PC pour qu'après ça, on n'en parle plus. Arrêtons de couper dans le gras, puis rajoutons des souffleuses. Retour à l'école, malgré Omicron. Est-ce que l'air est pur? Est-ce que l'air ne l'est pas? Les tests rapides, où sont-ils? Est-ce que, justement, il faut retester tout le monde? Non, notre gouvernement ne veut plus comptabiliser les cas, mais bien les hospitalisations et les décès. Je crois qu'on a perdu le contrôle de sa COVID. Et un mot sur lequel, là, tout le monde, je pense, va être d'accord, c'est incohérence. Là, Alex, là, on est entré dans la phase... On sait plus trop quoi faire avec la pandémie. On veut rassurer la population, mais on est dépassé par les événements. Les hôpitaux débordent, tout est sur le bord de craquer. Mais hey, tu sais, le pic est bientôt atteint, même si tous les indicateurs indiquent le contraire. N'oubliez pas, on a changé de directeur à la tête de la santé publique. Donc, oublions le passé et faisons comme si tout était redevenu sous contrôle. Ça c'est le nom de la phase actuelle. Non, mais Alex, sérieux, depuis les 22 derniers mois, j'ai pas été très critique du gouvernement et des décisions. Je comprends la situation exceptionnelle que les dirigeants doivent gérer, que c'est une crise d'une ampleur sans possible comparaison. C'est du jamais vu ni vécu pour plusieurs générations. Mais en ce moment, là, plus on avance,
moins on sait où ça mène, là, tout ça, là. Non, l'incohérence est le mot juste, mais en même temps aussi, on pourrait parler d'écœurantite. Je ne suis pas un complotiste, je ne suis pas un anti-vaccin, j'ai 2 doses. Mais là, je trouve que les décisions prises par le gouvernement et par Papa Legault, là, excuse-moi, mais ça a plus sa place. Ça a vraiment plus sa place. Puis si tu le permets, j'ai lu un article sur le site de Radio-Canada qui parlait justement comment retourner à la normale, comment vivre avec le virus par Gérald Filion qui s'occupe de l'économie. Et c'était un excellent papier qui, la phrase qui est venue me chercher, c'est que malgré toute notre restriction, par 100 000 habitants, nous avons à peu près 37 hospitalisations. Aux soins intensifs quand même graves, là, oui, sans minimiser rien. Aux États-Unis, ils comparaient les 2 grandes villes qui est Boston et Chicago, et eux, ils n'ont pas de restrictions aussi dures que les nôtres. Ils sont à 46 et 53. C'est quoi... C'est quoi le problème, là? Eux, leurs arénas sont pleins. Pour parler hockey, exemple, leurs arénas sont pleins. Leurs hôpitaux, ils débordent un peu comme les nôtres, voire plus, parce que justement, là-bas, ils n'ont pas un système de santé comme le nôtre. Mais nous, on nous dit encore, couvre-feu, là, il est enlevé. Gardez le 2 mètres, gardez les masques. T'as même pas le droit d'aller souper avec un ami, voir ta famille. Colin! Oui, c'est là où il y a une incohérence, comme on dit, dans les mesures. Et qui dit incohérence, tu l'as dit, là, tu as parlé d'écœurantite, mais qui dit incohérence dit décrochage et exaspération de la population. Puis moi, je suis rendue plus exaspérée des mesures pas claires que de la pandémie elle-même. Je veux dire, le virus est là, on n'a pas le choix, on n'y peut rien. Alors, la vraie grande question qu'on devrait se poser maintenant, là, puis sur laquelle on doit réfléchir, c'est comment doit-on vivre avec la COVID maintenant? Comment organiser notre société avec cette nouvelle réalité? Parce que c'est réel, ça partira pas de sitôt. Moi, j'ai eu ma 3e dose du vaccin dimanche dernier. Je suis certaine qu'on va en avoir une 4e en juillet. Oui, masque, distanciation, test rapide, ça doit faire partie de notre quotidien, mais ça doit être mieux planifié. Puis je pense que la clé réside dans le passeport vaccinal. On n'a pas le choix, mais c'est là, encore une fois, où c'est complètement incohérent. Dernier petit point, là, puis je te laisse la parole, c'est que, tu sais, par exemple, on sait maintenant que pour entrer à la SAC, la SAQ, ça prend le passeport vaccinal, mais les employés non vaccinés, ils peuvent continuer de travailler. Alors ça veut dire que théoriquement, l'employé aurait même pas le droit d'aller lui-même dans une SAQ s'acheter une bouteille, mais parce que tu rentres par la porte d'en arrière, que tu as un T-shirt avec ton nom sur un macaron SAQ, t'es correct. Tu veux vraiment aller sur le passeport vaccinal? Au début, j'étais... Non, je comprends. SAQ, SQDC, bravo. Les non-vaccinés, c'est pas ça qui va les arrêter. Ils vont aller voir leur ami vacciné. Il va dire, peux-tu aller m'acheter une bouteille, s'il te plaît, gros? Puis ils vont faire, no problemo. Excuse-moi, là. Oui, il y a les commandes en ligne aussi qui existent. Des endroits. Ouais, les limitations, OK. Les chiffres, là, grossiers, c'est à peu près, on va dire quoi, 90, voire 95, 5 ou 10, OK, pour les vaccinés, non vaccinés. C'est ça qu'on parle. Il y a à peu près 600 000 personnes encore adultes qui sont non vaccinées au Québec. Okay. 600 000. OK. Fait que tu vois, tu as 600 000 personnes pour des raisons soit X ou soit de maladie, ne veulent pas avoir le vaccin. Donc, le gouvernement a créé le fameux passeport vaccinal, puis il va être installé, notamment, il ne faut pas l'oublier, dans les grandes surfaces aussi, à partir du 24. Oui. Et là, je me dis, là, il n'a pas arrêté de nous dire que c'était pour profiter aux vaccinés. Mais les vaccinés, là, as-tu déjà utilisé ton passeport vaccinal? OK, certes, tu vas me dire, ça va prendre à peu près 30-40 secondes. Tu montes ton code QR, tu montes une pièce d'identité, eux, ils le scannent. OK, c'est beau, 30 secondes pour la première personne. Après ça, c'est 30 secondes pour la deuxième. L'autre qui va devenir 1 minute pour la troisième. La quatrième, c'est Non, excuse-moi, mais pour moi, les vaccinés, là, c'est eux qui, en ce moment, en souffrent le plus. C'est eux qui font les fils, puis tout ça parce qu'il y a du monde qui ne veulent pas se faire vacciner. J'ai rien contre les anti-vaccins. Regarde, c'est pas un secret pour personne. Moi, j'en connais. OK? Je connais du monde qui ne veulent pas se faire vacciner, mais je leur parle pas de vaccination parce qu'eux sont focusés à non. Non, c'est non. Non, c'est non. Je leur dis, écoute, c'est peut-être de votre faute ou pas, pourquoi on est encore là en ce moment. Mais moi, je trouve que le passeport vaccinal a des raisons d'être, oui,
mais ça limite énormément ceux qui ont fait l'effort, parce que Legault l'a toujours dit, c'est un effort collectif, d'aller se faire vacciner. Alors, pour toi, où pourrait-on, parce que tu as parlé au début, puis c'est vrai la comparaison entre des mesures mises en place, par exemple, dans des grandes villes aux États-Unis comme Boston, Chicago, où les stades, les arénas, tout ça peuvent être remplis à pleine capacité, puis qu'il n'y a pas une énorme différence par rapport au taux d'hospitalisation, puis au taux de morbidité ici aussi. Est-ce que tu aurais des suggestions, toi? Comment on pourrait améliorer ça? OK, ben moi, je vais aller un peu dans... Comment on peut souffler dans tout ça? certains... Trouver, parce que je dis, comment on peut vivre avec ça? Comment on peut vivre avec ça? Parce qu'on sait que c'est le système de santé qui est sur le bord de craquer. Fait qu'en ce moment, on protège pas tant les gens qu'on protège un système de santé. Oui, hey, c'est écrit gros comme le nez au milieu du visage, ça, là, que notre système de santé en ce moment, il va vraiment pas bien, puis ça va être pour des années. Puis quand t'entends les experts dire que ça fait déjà plusieurs, voire décennies que c'est comme ça, excuse-moi, ça sera pas nouveau. Mes enfants, plus tard, vont avoir le même problème que nous, mais là, on parle de pandémie en ce moment. J'ai discuté avec mon meilleur ami ce matin, justement, de COVID. Là. On s'est texté via Messenger. Et lui, il me dit, écoute, Alex, je suis tanné. J'en peux plus. Que la santé mentale est à bout. Il est au bout du rouleau, puis il travaille des fois de chez lui, puis des fois sur place, parce que son emploi fait qu'il doit quitter la maison. Puis il me disait, je trouve que les vaccinés, on nous a promis beaucoup de choses qui n'est pas arrivé, puis qui n'arriveront jamais. Puis il m'a dit, tu ferais quoi, toi? Moi, je dirais encore plus sévère, comme un pays, comme exemple, pour prendre exemple sur l'Autriche. C'est dur, mais il faut le faire. Il faut des conséquences pour les non-vaccinés récalcitrants qui refusent catégoriques, qui n'ont pas d'excuses. Parce que les gens vaccinés, ça fait, tu l'as dit, ça fait 22 mois qu'on est en train d'attendre la lumière au bout du tunnel. À chaque fois, on voit un éclairci, oh, il y a un autre nuage. Mais où est-ce que moi, je veux que le gouvernement nous donne de l'espoir puis des petits cadeaux, des petits bonus, là? C'est le domaine des arts. Je sais que toi, tu es une grande passionnée dans le domaine des arts et j'ai une question pour toi assez rhétorique, mais la réponse sera 0. Combien d'éclosions ont eu lieu dans une salle de cinéma? 0. Salle de cinéma, salle théâtre, de théâtre. Oh, j'allais les nommer un peu. J'allais un peu toutes les nommer, mais tu l'as bien dit. C'est ça, on connaît pas aucune éclosion, puis justement, alors pourquoi les fermer? Pourquoi les fermer? C'est ça. Je suis contente que tu apportes ce point-là parce que ça aussi, c'est une incohérence puis c'est une injustice. Alors qu'il y a des endroits, je pense, qui sont pires que ça. Je pense qu'il y a moyen de gérer le public puis de faire ça sécuritaire. Je suis allée voir, moi, dans la dernière année, 2 spectacles quand c'était ouvert cet été, au printemps, puis à l'automne, avant que tout ça referme. Je me suis sentie super bien accueillie. Je me suis sentie en sécurité. Oui. Ça s'est déroulé correctement. Puis enfin, on pouvait dire, OK, je peux voir de l'art vivant, c'est super important pour la santé mentale, c'est important pour la vie. Je suis complètement d'accord avec toi, mais quand tu dis des mesures plus coercitives, est-ce que tu es d'accord, par exemple, avec l'imposition d'une charge, une amende ou un coût, non. Ça vaut absolument rien. Combien de personnes, des anti-masques populaires, on apprend qu'ils ont été arrêtés, qu'ils ont des mises en demeure. Ils n'ont pas rien. Le monde, c'est pas une question monétaire. C'est vraiment, il faut vraiment faire la différence entre une taxe d'imposition à du monde qui ont peut-être même perdu leur emploi à des conséquences, voire des... comment je pourrais dire ça? C'est des agissements pour leur faire comprendre qu'on est un tout. Au Québec, on est une communauté quand même tissée serrée, on ne se le cachera pas. On est très solidaires l'un envers l'autre. Puis je me dis, si une personne est capable d'aller chercher une autre personne anti-vax à aller se faire vacciner, pas pour aller se mettre une puce dans le bras, là, pour aider à redevenir normal. On veut juste ça. On veut voir cette fameuse lumière au bout du tunnel. Puis je dirais en conclusion, en ce moment, tout ce que le gouvernement, là, pour moi, il fait, c'est tuer l'industrie locale en laissant fermer les restaurants, les salles de spectacle, les cinémas et mettre des capacités limitées dans les boutiques. Et ça, je pense que le Québec, on s'en relèvera peut-être jamais.
Pour ton billet d'humeur cette semaine, Véro, t'es pas capable de choisir juste un sujet? Fallait que t'en ailles plein? Ben regarde, la parole est à toi. Appelons ce segment Varia Véro ou Véro Varia. Je suis accessible dans les deux sens. Bon, voici un ramassis de petites affaires qui me chatouillent l'esprit, qui me titillent la conscience, qui me tenaillent les entrailles. Commençons avec l'émission Big Brother Célébrité, ta passion, Alex. Hein? Moi, j'écoute cette émission, disons-le, avec une franche ardeur. Ça me fascine d'observer les interactions humaines, de voir les stratégies sociales, de découvrir les trahisons, les mensonges, les flagorneries, tout ce que les gens sont prêts à faire pour se faufiler et triompher. Dans le cadre d'un jeu balisé, il va sans dire. Et j'ose le dire, moi j'aimerais vraiment ça, y participer, mais malheur à moi, je ne suis pas une célébrité. Big Brother, je t'aime, mais je suis vraiment découragée d'entendre plusieurs des participantes utiliser à outrance, pour aucune raison, des mots et expressions en anglais. Bon, le titre en partant, c'est une belle image de ça, là, mais ça, on n'y peut rien. Mais voici voici une recension maison là, de choses entendues dans les émissions. Hey bro, c'est sûr que ça va backlash. Je te feel. C'est un floater. Faut manage ta game. Tellement, totally, oui, c'est true, on va backdoor, on se fight, il faut que ça break le move, c'est unfair, c'est for real, là, oui, moi, mes kids, et l'ultime mot utilisé avec immodération, dude. Hey, une des candidates de l'émission, là, Trana Wintour, qui est anglophone, n'utilise même pas elle-même autant de mots en anglais quand elle parle. Alors, toi, candidat qui cherche à te faire aimer et avoir l'air so cool, ironie ici, t'as pas besoin de truffer tes phrases de mots anglais pour avoir l'air plus dans le vent ou intelligent. Au contraire, moi, ça me dit que ton langage est limité si le mot anglais, probablement plus facile et moins recherché, te vient en tête en premier. Creuse un peu tes méninges. Lis plus. Bref, force-toi donc. Il y a quand même 750 000 personnes qui te regardent. De grâce, trouvons les mots en français pour s'exprimer. Notre langue est si somptueuse, même dans son joual. Autre sujet, le service. Dans les magasins, c'est déplorable. Je considère qu'il y a une perte majeure de la qualité du service dans les commerces au détail. Et je ne mettrai pas cette constatation sur le dos de la pandémie. Je remarque cette dégradation depuis belle lurette. Samedi, je voulais aller faire aiguiser mes patins. Une de mes amies m'a dit qu'un magasin grande surface bien chez nous offrait ce service. Elle y était allée la veille. Alors, je m'y rends, je vais dans la section sport et je demande à un commis où dois-je aller pour faire aiguiser mes patins. Il me regarde sans parler. Il interpelle un collègue. Je redemande comment on procède pour faire aiguiser des patins. Il me dit, as-tu la facture? Hey, d'abord, le tu et non le vous, service à la clientèle, t'es recalé, mon grand gaillard, ou devrais-je dire, dude? Je demande la facture de quoi? Je veux faire aiguiser mes patins. Il me dit, tu viens d'acheter des patins? Je réponds, non, j'ai mes patins. Puis là, je montre mon sac dans lequel sont mes patins et je répète, je veux faire aiguiser mes patins. Il me dit, ah, mais non, on fait pas ça. Mais je dis, comment? Mais non, mon amie est venue ici hier. Elle a fait aiguiser ses patins. Il me dit, ici? Mais je dis oui, ici, hier. Il dit, elle a acheté des patins ici. J'ai dit non, elle est venue avec ses patins pour les faire aiguiser. Alors j'imagine que ça se fait. Je veux faire aiguiser mes patins. Hey Alex, un peu plus, je te jure, je sortais mes patins pour les menacer avec la lame. Là, il me dit, mais gratuitement? Je dis, ben non. Elle a payé 6,99. Je vais payer, je peux te faire aiguiser mes patins. Fait que là, il dit au premier commis, ah oui, OK, va à la machine. En me dirigeant à la dite machine, je dis, hey, c'était pas facile, hein? Et là, je vous épargne le reste parce que c'était super compliqué encore. Et là, mon expérience excitante, elle s'est poursuivie jusqu'à la caisse où l'employé semblait complètement découragé, le visage appuyé sur la main, l'air de se dire, ça va-tu finir cette journée de marde-là? Alex, je suis sortie de là complètement abattue et affligée sur le sort de l'humanité. Je te jure, je suis même pas allée patiner. Et là, dernier sujet, rapidement, ode à ma voiture. Je sais, c'est pas très écolo, mais ça fait 25 ans que je conduis. J'ai ma première voiture depuis seulement 4 ans. C'est quand même pas pire. J'habite, comme on disait tantôt, dans ce que j'appelle le centre-ville élargi de Montréal, dans Ville-Marie. J'ai pas de stationnement privé. Je me stationne dans la rue. Je vis très bien avec ça. Hein. Pourtant, c'est l'hantise de beaucoup de monde. Oh non, pas de stationnement, pas de garage, Montréal, horreur. En ce qui me concerne, tout va bien. Je me dis que la vie est pas mal plus ardue sur d'autres aspects que ce petit détail qui est à ma foi très facile à gérer. Alors moi, je vais faire une ode à ma Mini Cooper Countryman. Grosse pub ici, mais je l'aime tellement. Ça me dérange pas de faire ça gratuitement, en tout cas pour le moment.
qui est mon héroïne d'hiver depuis 4 ans. J'ai jamais eu besoin de pelleter. Je suis juste certainement très divertissante et surtout pas du tout gracieuse à regarder entrer dans ma voiture quand le joli moton de neige qui a eu le temps de se figer à chaque passage de la déneigeuse qui pousse toute la neige sur le côté où sont stationnées les voitures justement et qui va presque jusqu'au milieu de ma porte. Je m'obstine à ne pas pelleter, je me faufile, j'arrive à entrer dans ma voiture et je sors de ce tas de neige, tout et chose, pif, paf, pouf. Et oui, je termine avec ces jolies sonorités, pif, paf, pouf! La semaine dernière, Alex, tu nous as parlé du début des séries éliminatoires dans la NFL. Alors, ça s'est passé ce week-end. 6 matchs. Est-ce que c'était des victoires convaincantes? Véro, c'était toute une fin de semaine de football. C'était incroyable. Malheureusement, oui, j'ai pas écouté les 6 matchs, mais je les ai tous revus, les gros jeux du match et tout ça. Et j'aimerais faire un tour rapide de qu'est-ce qui s'est passé parce que sur les 6 matchs, il n'y en a eu aucun qu'en deuxième demi, une équipe a pris l'avantage sur l'autre. Chaque équipe qu'ils menaient à la mi-temps ont gagné leur match et ça, c'est une première depuis plus de 50 ans. Imagine, c'est pour te dire à quel point les équipes ont majoritairement dominé. Oui, il y a eu comme d'habitude des controverses reliées à l'arbitrage parce que serait le sport sans un bon problème d'arbitre? Tout a commencé avec le match Raiders de Las Vegas contre les Bengals qui s'est terminé, ma foi, sur la controverse. C'est justement ce match-là que tout le monde retient. C'est une première victoire pour les Bengals en séries éliminatoires depuis plus d'une vingtaine d'années. Et pour vrai, c'est mon équipe un peu Cendrillon pour pas de parti pris parce que moi, tu le sais, j'adore les Pats. Mais après le match, les Patriots ont affronté les Bills de Buffalo. Là, tu te dis, oh, je vois dans ton visage que ce fut difficile. 47-17 en faveur de Buffalo. 7 possessions avec 7 touchés. Écoute, Véro, c'était la consternation. Ils n'ont même pas mené. Le score le plus proche était au botté d'envoi lorsque c'était 0-0. Pour te dire à quel point c'était un match pitoyable pour mes Patriots qui sont éliminés. Merci, bonsoir. Oh! Écoute, parenthèse, là, je peux pas m'en empêcher. À chaque fois que tu dis The Bengals, moi, j'entends dans ma tête Walk Like an Egyptian, la chanson du groupe. Je sais qu'on n'est pas là pantoute. On n'est pas là pantoute, mais c'est pas grave. OK, pardon, continue, excuse-moi. C'est parfait. Sinon, les Buccaneers de Tampa Bay, qui sont champions en titre, ont défait facilement les Eagles. En début de quatrième quart, c'était 31-0. Ça l'a fini 31-15. Tom Brady gagne encore un match éliminatoire. Est-ce que ça surprend? Non, tout le monde le sait, tout le monde le pense. Tom Brady est sûrement le meilleur joueur lorsque les séries éliminatoires commencent. Mais dimanche soir, nous avions eu du gros football entre un match entre les 49ers et les Cowboys de Dallas. Et oui, depuis 25 ans maintenant, combien de victoires ont les Cowboys de Dallas? La réponse, 0! Les 49ers surprennent les Cowboys chez eux par une marque incroyable de 23-17. Ce qu'on va retenir, c'est que pour la deuxième année de suite, Nickelodeon a présenté le match avec quelques petits effets à la Bob l'éponge et avec du liquide vert qui coule. Ce fut vraiment un cauchemar à regarder pour mes yeux. En soirée, les Chiefs de Kansas City affrontaient les Steelers de Pittsburgh, possiblement dernier match du légendaire, non pas vrai, d'un bon corps arrière en Ben Roethlisberger, 42-21. Encore une fois, comme je l'ai dit tantôt, même pas proche. Et ce fut les Rams qui ont eu le dernier billet en humiliant les Cards encore une fois. Donc, c'est une première fois en 50 ans que les 6 victoires, ce sont des victoires quand même convaincantes. 4 sur 6 sont convaincantes. Et que les 6 équipes qu'ils menaient à la mi-temps ont remporté la partie. C'est du jamais vu, mais bon, qui dit nouvelle année dit même problème. Là, tu dis cette fin de semaine, j'imagine que maintenant que tes pattes sont pas là, tu vas pas regarder le football. Non, je t'entends, toi qui doutes de ma fidélité envers les Patriots. Je vais regarder chacun des matchs puisque ce sont des matchs extrêmement importants et ce sont des duels que l'an passé, plusieurs se sont affrontés à pareille date. Il ne faut pas l'oublier. Les Bengals auront rendez-vous avec les Titans pour commencer les hostilités, suivi d'un duel classique entre les 49ers et les Packers. Ce sera l'entrée en scène d'Aaron Rodgers. Sera-t-il MVP cette année qui est le joueur le plus utile? Malheureusement, je ne crois que non. Je pense que Tom Brady devrait remporter les grands honneurs.
pour parler de Tom Brady, il affronte les Rams. Il va passer un mauvais quart d'heure, mais je crois que les Buccaneers vont encore remporter ce duel. Et nous aurons le droit à un duel entre les Bills de Buffalo et les Chiefs de Kansas City. Et pour conclure ce match, le gagnant l'an passé est allé au Super Bowl. Oh! Est-ce que les Bills vont prendre leur revanche? Eux qui ont été quasiment parfaits contre les Patriots. Je crois que c'est peut-être l'année des Bills, mais est-ce qu'il faut vraiment aller contre Tom Brady? Je ne pense pas, mais nous aurons le droit à toute une fin de semaine de football. Wow! Un passionné, j'adore ça. Avant de clore l'émission, Alex, on aime ça maintenant, rire en partageant une espèce de petite nouvelle insolite saugrenue. Et là, cette semaine, on y va fort. Je suis tombée sur la nouvelle d'une mannequin du Brésil qui s'est mariée à elle-même et s'est divorcée après seulement 4 mois. Faut croire qu'elle n'est plus capable de se sentir. En septembre dernier, elle avait attiré l'attention en faisant une cérémonie dans laquelle elle s'est mariée à sa propre personne parce qu'elle était déçue de ses multiples ruptures, qu'elle voulait plus attendre la personne rêvée et qu'elle savait pouvoir compter sur elle-même. Mais là, voilà que les liens sont rompus parce qu'elle a finalement rencontré l'amour de nouveau et là, elle veut s'offrir à cet être aussi spécial qu'elle. Comme quoi, ce n'est pas nécessairement vrai qu'on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Mais moi, je comprends pas comment tu fais d'abord pour te marier à toi-même. Genre, je me jure fidélité, je m'engage envers moi-même sans être forcé par quiconque. Véro, voulez-vous prendre pour épouse Véro? Oui. Et vous, Véro, voulez-vous prendre pour épouse Véro? Ben oui, j'ai pas le choix. Je veux dire, Alex, où s'en va le monde? Veux-tu même me le dire? Oh, je le sais pas, mais nous, je sais où est-ce qu'on s'en va. On s'en va sûrement faire un beau gros dodo. Non, c'est une blague. C'est ce qui complète notre émission cette semaine. On est brûlés. On est brûlés. Écoute, on est des passionnés. On s'est vraiment laissé emporter sur la COVID aujourd'hui, mais bon, il fallait le faire. Fallait enlever les gants blancs, enlever les lunettes roses, là, pour vrai. Faut dire les choses comme elles le sont. Quand t'es tanné, t'es tanné. Mais moi, tu sais quoi, Véro? Je suis pas tanné de toi. Ce n'est que le début. Oh. Ben oui. Puis on se donne rendez-vous, même heure, même poste, la semaine prochaine pour une autre émission des Accros du micro. Bonne soirée. Ciao.